Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil. Que vous écoutiez cet épisode sur Spotify, Deezer, iTunes ou autre, je vous demandais de vous abonner, comme ça vous permet de nous soutenir et ça vous permet également de ne rater aucun épisode à venir. Les métayes sont en place et déjà leurs récoltes ont commencé ou vont commencer. Mais c'est quoi un métail et comment on le récolte? Alors vous l'aurez compris, cette semaine on va parler des métayes fourragers hivernants. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Eliane Lemaître et Pascal Ruffer, tous deux conseillers en production animale et fourragère chez ProConseil. Bonjour. 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 Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est quoi un métail? Parce que parfois on a l'impression d'avoir affaire à un mot un peu valise. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça englobe? Eliane. Alors un métail, c'est tout simplement un mélange de céréales et de légumineuses qu'on peut soit récolter en ensilage, soit en grains. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement des métails hivernants. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'avantages, notamment valoriser l'eau hivernale, couvrir le sol en hiver et puis surtout faire du stock fourrager avant une culture de printemps. Donc un métail hivernant, c'est un métail qu'on met en place quand et qu'on récolte à peu près quand? Alors un métail hivernant, on le met en place entre mi-septembre et mi-octobre et il est récolté à partir de fin avril jusqu'à fin mai. D'accord. Et dans ces métails hivernants, on distingue deux grandes catégories, c'est ça? Exactement. En fonction de la proportion de céréales et de légumineuses, on distingue des métails typés plutôt rendement, donc avec plus de 60% de céréales, dans lesquelles on retrouve généralement plutôt du seigle, associé à du pois fourrager, de la vesse aussi, ou bien du trèfle incarnat. Et de l'autre côté, on a les métails qu'on dit plutôt protéiques. Et ceux-là, donc ils ont minimum 40% de légumineuses et en général plutôt composés de triticale, de blé, d'avoine aussi, et associés à de la févrole, du pois fourrager, de la vesse ou bien des trèfles aussi. C'est-à-dire que si moi demain je veux mettre en place une stratégie orientée plutôt protéique, il faut que je prenne une base d'un mélange chargé en légumineuses sur lesquelles je viens greffer des céréales. Exactement. En fonction de ce qu'on veut récolter, de la qualité du fourrage qu'on veut récolter et à qui on veut le distribuer, on doit choisir dès le semis les proportions de chaque espèce pour orienter son choix. Et donc, comme on l'a dit en introduction, la récolte arrive à grands pas. C'est quoi les enjeux stratégiques au niveau de la récolte du métail? Alors disons, si on veut un métail justement où on mise sur la qualité, on va le prendre à un stade plutôt précoce. Et là, on vise la floraison du pois ou le début des piaisons de la céréale. Et on va plutôt avoir un rendement un peu plus faible à ce moment-là. Tandis que si on a on vise du rendement, on veut du volume, on va plutôt attendre le stade laiteux de la céréale et on va avoir des rendements plus importants, mais avec une valeur surtout protéique, mais aussi énergétique plus basse. Et le stade laiteux, c'est le début du remplissage de grains ou c'est à peu près à ce niveau-là? C'est à ce niveau-là, oui. D'accord. Une fois qu'on a le bon stade, comment ça marche? Alors c'est plutôt en ensilage qu'on va plutôt récolter le métail. Donc selon le système de conservation à disposition, il peut se faire en balle ronde, il peut se faire à l'ensileuse pour ensiler dans un silo tranché ou éventuellement aussi dans un silo tour, donc selon la mécanisation à disposition. Ce qui est important surtout, c'est de faucher à une hauteur suffisamment haute pour ne pas salir le fourrage, donc on sera plutôt entre 8 et 10 cm pour après travailler le moins possible le fourrage, peut-être juste le retourner une fois, mais on déconseille de pirouetter pour garder le fourrage le plus propre possible. Et puis, sinon, c'est quoi le risque? Le risque, c'est le salissement avec la terre et puis d'introduire des butyriques dans le fourrage. Donc, du préfanage sur 24, 48, voire 3 jours, si vraiment nécessaire, mais on vise un préfanage entre 30 et 35% de matière sèche dans le silo pour limiter les pertes de jus et puis surtout pour avoir un ensilage après qui se fait de bonne qualité. Et ça, c'est surtout vrai quand on a une grande part de légumineuses qui sont riches en eau, où il y a un préfanage nécessaire, quoi. Parce que l'enjeu du préfanage, c'est que la conservation se fasse bien, qu'il n'y ait pas de perte de jus, et puis que l'ensilage puisse se faire rapidement. Si ce n'est pas assez préfané, on a une mauvaise fermentation, en fait, que ce soit dans les balles ou bien dans les tours. D'accord.
Donc il vaut mieux optimiser ce moment-là. Donc si je résume, finalement, peu importe le matériel, il vaut mieux avoir une coupe à 10 cm et viser le bon stade. C'est surtout ça qui est déterminant. Et puis après, lorsque avec une ensileuse, on va viser une coupe un peu plus courte, 2 à 3 cm pour bien tasser le fourrage. Et puis si on travaille en système balle ronde, on doit mettre des couteaux pour couper le fourrage entre 15 et 20 cm maximum. Et puis si c'est un métail qui est plutôt structuré, on va même choisir une coupe un peu plus courte pour que le fourrage se découpe bien, pour qu'il puisse bien se tasser à l'intérieur de la balle et surtout que les animaux le consomment volontiers. Et du coup, au niveau de la fauche, la récolte des métails, est-ce qu'il y a un enjeu au niveau des éclateurs ? Alors c'est vrai que l'avantage avec un éclateur, on va faire dessécher le fourrage plus rapidement, donc c'est positif. Il ne faut pas avoir des éclateurs trop agressifs si on a un métail qui est riche en légumineuses, donc plutôt avec des rouleaux, ou là, si c'est des fléaux, on va les régler pas trop agressifs pour éviter d'avoir trop de pertes, mais l'éclateur va permettre de mieux préfaner le fourrage et plus rapidement. Donc toujours cet enjeu au niveau du préfanage finalement, à vraiment bien garder en tête. Exactement. Quelle valeur, quel rendement on peut espérer en fonction des types de métails si on est dans une stratégie rendement ou une stratégie protéique ? Si on est dans une stratégie rendement, là on est donc, comme l'a dit Pascal avant, on est sur une récolte plutôt tardive au stade laiteux de la céréale. Là on peut espérer entre 80 et 130 décitonnes de matière sèche selon les mélanges choisis, avec des teneurs en protéines qui varient entre 8 et 12%. Alors que sur du métail protéique, on est sur des récoltes plutôt précoces. Et puis là, on tourne autour des 45 à 80 décitonnes de matière sèche pour ce type de mélange. Et puis au niveau des valeurs protéiques, on est plutôt sur une moyenne à 15%. On peut même aller au-delà, on a eu des mélanges entre 20 et 25%. Et donc ces métails, on les met en place à destination du bétail. Alors on va parler tout de suite de la valorisation pour le bétail. Pour quel type de bétail ? Est-ce que tout type de bétail est adapté à tout type de bétail ? Alors, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va choisir pour quel animal. Donc, oui. Si on a des vaches allaitantes ou alors des vaches taries, là, on va plutôt choisir des métails plus tardifs et puis viser une stratégie rendement et puis faire du stock, faire du volume. Et pour des vaches laitières, on va privilégier justement des métails protéiques avec une fauche un peu plus précoce et pour vraiment amener de la protéine dans la ration, aussi un peu de fibres, un peu de structure, et ça va remplacer un ensilage d'herbe de bonne qualité. Et ça peut, ou alors si on remplace une part de maïs, on va pouvoir diminuer les apports en correcteurs azotés nécessaires pour équilibrer la ration. Donc c'est pas négligeable avec l'évolution du marché de la protéine. De pouvoir diminuer légèrement ces apports complémentaires. Tu as des idées en tête de combien on pourrait diminuer ? On a des exemples ? Alors tout dépend le taux et le niveau d'incorporation. Avec 3-4 kg de matière sèche dans une ration, si on a des bonnes valeurs protéiques autour des 20-22%, on peut diminuer entre 500 grammes et 1 kg de correcteurs azotés. Ce qui n'est pas négligeable. Sur un troupeau de 50 vaches, je vous laisse faire le calcul par jour. Eh ben, on vous laisse faire le calcul de votre côté. Et on doit utiliser une mélangeuse ou pas ? Alors c'est vrai que les animaux, ils ont quand même tendance à trier passablement selon la fibrosité aussi du métail et comme l'a dit Pascal avant, au niveau de la récolte, au niveau de la coupe, est-ce que ça a été coupé plus ou moins petit ou pas ? Là c'est vrai qu'il peut y avoir du tri. Donc dans des rations de type ensilage de maïs, de métail, foin, c'est mieux d'avoir une mélangeuse. Après, c'est pas non plus indispensable. Donc même dans cette partie-là du process, il y a encore l'enjeu de la coupe qui reste en fait finalement. Donc selon comment il faut faire attention. Oui, clairement. Alors si ça a été moins bien coupé à la récolte, il faudra faire tourner plus longtemps la mélangeuse, surtout si c'est dans une ration complète. Après, par exemple, pour des vaches allaitantes, on peut très bien aussi le distribuer en pur si on est sur du métail un peu plus tardif. Et s'il est appétant et bien coupé, il est très bien consommé aussi en pur par des vaches allaitantes, par exemple. Donc là, elles le trient plus. Elles mangent tout. Alors si elles n'ont rien d'autre ou s'il n'y a pas le choix, elles y vont. Mais bien sûr qu'il faut qu'ils soient quand même appétants
pour qu'il soit bien consommé, parce qu'on veut pas... si on veut garder une certaine productivité aussi sur les vaches allaitantes et leurs veaux, ça ne sert à rien d'avoir un métail trop tardif qui n'est pas appétant. Du métail, on peut attendre des services agronomiques, de couverture du sol, d'une valorisation de l'eau hivernale, mais aussi une vraie stratégie à inclure dans son modèle d'élevage. Aujourd'hui, sur les résultats sur la production laitière, si je suis un agriculteur en vache laitière, qu'est-ce que je peux en attendre? Qu'est-ce que je peux en espérer? On a l'exemple de plusieurs exploitants qui distribuent du métail à des vaches laitières. Après, bien sûr, ça représente une part assez faible de la ration. On est de l'ordre de 3 à 4 kilos de matière sèche. On ne parle pas de 50% de la ration où c'est du métail. Et il n'y a aucune pénalisation de la production laitière, ni des taux, ni de la santé globale du troupeau. Donc c'est plutôt positif pour un fourrage qui est considéré comme une dérobée ici. Donc finalement, il y a quand même un enjeu global. Exactement. Que ce soit à l'échelle du système agronomique, à l'échelle de... Et même au-delà des producteurs laitiers, on peut aussi parler de l'engraissement, dans des rations aussi où il y a passablement d'ensilage de maïs qui est distribué, incorporer un petit peu de métail ou bien d'ensilage d'herbe, c'est tout à fait bénéfique aussi pour les engraisseurs. Est-ce qu'il y a une importance de trouver un mélange qui soit adapté à son contexte un peu? Parce que je sais qu'on a mis en place pas mal d'essais chez ProConseil sur les métails. Et justement, quels résultats on a pu observer en fonction des différents contextes? Alors, il n'y a pas un mélange qui marche partout. Et justement, la question de base, c'est justement à quel moment la parcelle doit être libérée pour la culture suivante. Donc, si on doit avoir une parcelle qui est libre fin avril, début mai pour un semis de tournesol, voire de maïs, à ce moment-là, il faut partir sur un métail à base de seigle qui va être plus précoce et qui va libérer la parcelle plus rapidement. Et puis, si on peut attendre jusqu'à mi-mai, voire fin mai, pour un semis de maïs un peu plus tardif, ou alors pour un semis éventuellement de sorgho, alors à ce moment, on peut partir sur un mélange à base de blé ou triticale qui sera qualitativement meilleur, mais plus tardif. Et donc, il faudra être patient pour pouvoir valoriser l'entier du fourrage et arriver au stade optimal où on a un rendement et qualité qui sont présents. Exactement. Et puis là, tu parles des céréales, mais il ne faut pas oublier aussi les légumineuses. Typiquement, on ne va pas associer de la févrole à du seigle parce que la févrole, elle arrive au bon stade assez tard, ce qui ne serait pas un avantage de l'associer avec du seigle, par exemple. Donc aussi, baser son choix sur les légumineuses en fonction de quand on veut libérer la parcelle. Donc il y a vraiment un enjeu au niveau de la place des espèces dans la rotation et en fonction du stade dans lequel on doit les récolter, plus que finalement l'espèce dans son contexte pédoclimatique, entre guillemets. Enfin, il y a les deux, j'imagine, comme partout, mais ça dépend. Oui, après, sur des sols alcalins ou à tendance alcaline, les légumineuses vont en principe bien se plaire. Et puis, sur des sols un peu plus acides, alors la partie trèfle, la partie févrole va bien fonctionner. Donc, ça dépend aussi du type de sol, mais globalement, c'est plus sur une question de date de récolte. Donc si on résume un peu tout ça, on a ce mot métail qui est un peu un mot valise, mais finalement il désigne des vraies choses qui peuvent avoir leur importance dans la stratégie agronomique de l'exploitation et la stratégie aussi élevage de l'exploitation. Merci à vous deux d'avoir participé. Avec plaisir, merci. Avec plaisir. Et je vous rappelle également que si vous voulez approfondir le sujet, tous les essais sont disponibles sur le site de Prometer dans l'onglet essais, mais on vous met un lien direct vers cette page dans la description. Et on pourra aussi vous retrouver tous les deux le 14 juin 2022 à Grange-Vernay pour la journée technique Grande Culture et Herbage. Vous serez présents. Tout à fait. C'est clair. Et au plaisir de vous rencontrer là-bas. Et comme ça, ce sera toujours un beau sujet de discussion, les métails. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, on vous souhaite des bonnes récoltes de métails et à bientôt. À bientôt. À bientôt.